Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon troisième épisode de ma petite série Un été culturel. Et aujourd'hui, on va parler d'un été noir, d'un univers plus sombre que les deux univers dont je vous ai parlé auparavant. Donc j'ai intitulé cet épisode Un été noir et le terme noir est à entendre dans plusieurs sens. Tout d'abord au sens propre, le noir c'est le sombre, c'est le mystère, c'est le côté caché de l'humanité. Mais le noir c'est aussi un genre littéraire, un genre culturel de façon générale, c'est le policier, le meurtre, le mystère de façon générale, voilà. Donc c'est un thème qu'on va évoquer dans cette vidéo à travers des livres et aussi des productions audiovisuelles, ainsi qu'un album à la fin, comme c'était le cas dans les deux premiers épisodes. Le noir, pour moi, c'est vraiment une des thématiques littéraires qui m'intéresse le plus, hein, le noir dans toutes ses significations, comme je vous l'ai expliqué. Et je pense que l'été est une bonne période pour expérimenter cette notion. Notamment parce que l'été a aussi été une saison qui a été le lieu de récits noirs, de récits policiers, de récits sur le mystère, de récits sombres, etc. C'est une saison qui est assez appropriée à ce genre littéraire et à ces thématiques, voilà. Et à titre personnel, ce sont des thématiques que j'aime lire en été, voilà, donc je vais vous proposer une petite sélection. Le premier livre que je voudrais vous conseiller, c'est un roman policier, un hard-boiled si vous voulez, qui a été écrit en 1953 par Raymond Chandler et qui s'appelle The Long Goodbye et qui a été aussi adapté plus tard au cinéma. Donc The Long Goodbye, c'est un des premiers romans policiers, on va dire modernes, contemporains, tels qu'on les connaît, d'après-guerre. Et dans ce roman, on va suivre un détective qui s'appelle Philip Marlowe, qui se lie d'amitié avec un ivrogne qui s'appelle Terry Lennox. Et Lennox lui demande s'il peut l'aider à fuir les États-Unis pour le Mexique. Marlowe accepte, sauf que la femme de Lennox est retrouvée assassinée et Marlowe est donc accusé de complicité avec Lennox pour l'avoir aidé à fuir les États-Unis. Sauf que le corps de Lennox est lui aussi plus tard retrouvé mort, donc ça innocente le détective privé qui va par la même occasion prendre en charge l'enquête et essayer de découvrir qui a tué Lennox et sa femme. Donc vous voyez, on est sur un plot assez classique de roman policier, de roman à mystère, de roman noir comme on les appelle. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est vraiment l'ambiance très années 50. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans les États-Unis des années 50, d'être dans cette... Il y a une sorte d'aspect un peu vintage au livre qu'on lit aujourd'hui. C'est vraiment, je trouve, une atmosphère quand même assez différente des romans policiers qu'on peut lire, des romans policiers contemporains. Il y a vraiment quelque chose en plus, je trouve, dans ces textes des années 50, dans ces textes d'après-guerre, dans ces romans policiers d'après-guerre. Surtout que c'est un livre avec une intrigue qui est assez lente, je trouve. C'est-à-dire que on n'est pas sur une accumulation de rebondissements, de plot twists, etc. On est vraiment sur quelque chose d'assez linéaire, d'assez lent et d'assez psychologique aussi, parce que on a des personnages qui sont assez complexes, qui sont assez travaillés, avec des relations personnelles, des relations personnelles qui sont impliqués dans la résolution de ce mystère, avec des amours conflictuels, des remises en question, etc. Donc je trouve qu'il y a ce côté assez lent et assez psychologique qui finalement rend le texte presque languissant. Je sais pas si c'est un terme très approprié, mais du coup je trouve que c'est assez agréable de lire ça l'été. On est vraiment pleinement plongé dans cette atmosphère noire, je trouve, de mystère, où les choses avancent lentement, où il y a beaucoup de non-dits, etc. Voilà, donc si c'est un roman que vous ne connaissez pas, je vous le conseille vivement. Le deuxième texte dont je voudrais vous parler, c'est un texte japonais cette fois, donc qui s'appelle Hôtel Iris et qui a été écrit par Yoko Ogawa, qui est une autrice japonaise contemporaine. Ici, on n'est pas dans le noir au sens policier, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête policière, on est vraiment dans le noir, dans le sens pervers du terme, dans le sens face sombre de l'humanité. Ce qui est une thématique que Yoko Ogawa apprécie particulièrement. Dans pas mal de ses romans, elle explore un peu ce côté assez sombre, cette face sombre de l'humanité, ses désirs les plus pervers. Et c'est une ambiance qui pourrait vous plaire si vous appréciez notamment Tanizaki, parce que je trouve qu'il y a des points communs entre ce texte et d'autres textes de Tanizaki.
Donc ici on se situe l'été, en vacances, hein, comme le titre l'indique, l'hôtel Iris, et on suit une jeune femme qui s'appelle Marie, qui travaille à la réception de l'hôtel Iris. Et c'est une jeune femme qui est mineure, elle a 17 ans. Et un jour qu'elle est à la réception de l'hôtel, elle croise une femme qui sort d'une chambre assez énervée parce qu'elle a eu une relation avec un vieillard qui lui a demandé d'exaucer des fantasmes assez sombres, assez pervers, et elle a refusé de le faire. Et Marie, au lieu d'être repoussée par le vieillard, elle va au contraire être attirée et intriguée par cet homme mystérieux qui est très riche et qui semble avoir des fantasmes assez inavouables à mettre en place. Donc le livre est assez court, il fait à peu près 200 pages et c'est vraiment un jeu pervers entre cette jeune fille très jeune qui est attirée par ce vieillard mystérieux qui va lui demander d'accomplir des choses assez perverses. Alors je vous rassure, il n'y a rien d'horrible qui est décrit, il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas de scène de violence sexuelle, il y a des choses qui sont explicites mais rien de très extrême. Enfin c'est vraiment, ça reste quand même assez pudique, on va dire, dans la façon dont c'est décrit. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est le jeu pervers entre les deux et la mise en place de cette séduction assez poussée et de tous les désirs inavoués qui y sont associés. C'est vraiment un livre sur la transgression de certains interdits. Et d'ailleurs, le livre, plus vous avancez dans le livre, plus ça devient sombre. Il y a la mort qui se rapproche. Enfin, vous êtes vraiment plongé dans cette atmosphère. Et je trouve que ce qui est le plus réussi dans ce livre, c'est finalement l'atmosphère assez perverse et assez noire dans laquelle vous êtes plongé, tandis que vous suivez les émois de ces deux personnages. Voilà, donc si vous voulez être plongé dans cet univers un peu noir qui vous rappellera Tanizaki, je vous conseille ce livre. Et en plus ça se passe pendant les vacances, pendant l'été, donc un peu dans cette sorte de bulle que représente l'hôtel où tous les désirs deviennent possibles, même les plus inavouables, et l'été sert vraiment de parenthèse hors du monde et hors des conventions morales qui y sont associées. Même si je tiens à préciser évidemment que la relation que Marie entretient avec le vieillard est extrêmement malsaine et qu'elle ne doit en aucun cas être romantisée. Et d'ailleurs, elle n'est pas romantisée dans le texte. On est vraiment sur une séduction malsaine et c'est dit comme tel par l'autrice. Troisième livre dont je voudrais vous parler, aussi d'un auteur japonais, Haruki Murakami. Il s'agit de la trilogie 1Q84. Et c'est une trilogie assez longue, donc avec des textes qui sont assez volumineux. Je crois que chaque tome fait à peu près 600 pages. Donc effectivement, l'été peut être une bonne période pour vous plonger dans ces textes que vous n'avez pas forcément le temps de lire pendant l'année. 1Q84, c'est une trilogie dont le titre s'inspire du roman de George Orwell, 1984. Et 1Q84 décrit une sorte de réalité parallèle dans laquelle vont être plongés les deux personnages principaux du texte. Donc on suit deux personnages, une femme qui s'appelle Aomame et un homme qui s'appelle Tengo. Aomame, c'est une femme qui est thérapeute et qui a une sorte de double vie, c'est-à-dire qu'elle est thérapeute le jour et la nuit elle est tueuse à gages. Et en fait elle tue des hommes qui sont accusés de violences sexuelles et de violences conjugales. Et Tengo, c'est un personnage qui a une trentaine d'années, qui avait connu Aomame quand ils étaient enfants et qui est professeur de mathématiques et aussi écrivain. Et son éditeur lui demande de réécrire le manuscrit d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Fukaeri, une jeune fille qui a des problèmes psychologiques, et il lui demande de réécrire ce manuscrit pour que le manuscrit soit ensuite publié. Le texte alterne entre les deux points de vue, donc on a, notamment dans les deux premiers tomes, on a un chapitre du point de vue d'Aomame et un chapitre du point de vue de Tengo. Et ce sont ces deux personnages qui vont expérimenter cette réalité parallèle qui est assez inquiétante puisqu'elle est gouvernée par des personnages qui s'appellent les Little People. Et on va voir en fait que le roman qui a été écrit par Fukaeri et que doit réécrire Tengo est en fait plus ou moins inspiré par cette réalité parallèle. Donc au début on suit les deux personnages de façon, on va dire, individuelle et puis ils finissent par se retrouver et expérimenter ensemble cette réalité. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait c'est un texte qui est extrêmement complexe, où il y a énormément de mystères et où cette réalité parallèle dit beaucoup de choses sur le Tokyo contemporain. C'est difficile de classer ce texte en termes de genre parce que c'est à la fois c'est pas vraiment de la science-fiction, dans le sens où c'est pas un roman d'anticipation, c'est un peu dystopique, mais c'est vraiment plus du réalisme magique, je dirais, que de la dystopie comme c'était le cas du roman d'Orwell, par exemple.
Ce que j'apprécie dans ce roman, c'est que Murakami reste souvent en surface des choses qu'il essaye de démontrer. Et ça laisse au lecteur une grande part d'interprétation. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez frustrant, et je me souviens avoir été un peu frustrée, notamment au dernier tome, parce qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Mais je pense que c'est complètement voulu par l'auteur, et c'est vraiment l'idée qu'on touche du doigt du mystère sans jamais réellement avoir la solution à ce mystère. C'est un livre qui est en apparence assez complexe, mais en fait, quand vous vous laissez porter par l'univers, vous vous rendez compte que tout fait sens en quelque sorte. Donc c'est vraiment un texte sombre qui aborde des thématiques assez sérieuses comme la violence conjugale, la violence des sectes aussi, la violence psychologique, la violence émotionnelle. Donc c'est quand même un texte qui est assez lourd et assez chargé de thématiques intéressantes. Et tout ça est associé à cette ambiance de mystère qui rend tout un peu ambivalent, qui rend tous ces univers parallèles ambivalents, tous les désirs des personnages ambivalents. Donc on est plongé dans cette atmosphère sombre sans jamais vraiment aller au bout de ce qui est censé être noir dans ce texte, voilà. Donc tout reste un peu en surface, mais c'est justement ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le fait de toucher du doigt le mystère sans jamais vraiment y pénétrer. Et donc je pense que toute cette ambiance noire, toute cette ambiance sombre peut être particulièrement adaptée à des lectures d'été, surtout que c'est un livre qui est assez long. Donc c'est ce genre de pavé qu'on aime bien lire en été, en tout cas que moi j'aime bien lire en été. Et si vous connaissez pas ce texte, je vous le conseille, au moins de vous lancer dans le premier tome. Je trouve qu'il se lit très vite en plus, enfin, j'ai eu aucune difficulté de lecture et j'ai même dévoré notamment le deuxième tome qui était mon tome préféré, voilà, donc pareil, un texte que je vous conseille autour de cette thématique de l'été noir. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler s'intitule Dwight Sargassossi, donc La prisonnière de la mer des Sargasses en français, et c'est un texte de Jean Rice. C'est un texte dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur des romans féministes que j'avais fait l'année dernière, donc ça commence à dater un petit peu. Mais c'est un texte que j'aime énormément et qui est très intéressant sur plein de points de vue et qui est notamment intéressant parce que c'est une réécriture de Jane Eyre. Donc ici on se situe dans les Caraïbes, je sais plus dans quelle île, et on suit une famille, en fait on suit le point de vue du personnage, d'un personnage de Jane Eyre qui est un personnage très secondaire, qui est un personnage secondaire et dont on sait finalement peu de choses, qui est Bertha Mason, qui est la femme qui est enfermée dans le grenier d'Edward Rochester et qui est décrite comme folle, voilà, et qui est décrite comme son ancienne épouse qui est devenue folle. Et c'est une femme dont on a sur laquelle on a peu d'informations, si ce n'est le point de vue de Rochester qui la prend pour une femme folle. Et Bertha Mason, c'est devenu, durant le XXe siècle, un personnage central de critique féministe. The Mad Woman in the Attic, c'est vraiment un thème qui revient assez souvent dans la critique littéraire féministe, et c'est devenu une sorte de stéréotype, ou d'archétype plutôt. C'est devenu une sorte d'archétype de cette femme folle enfermée dans un grenier, rendue folle par la domination patriarcale, grosso modo. Et c'est cette thématique que va reprendre Jean Rice dans son texte, et elle fait de Bertha le personnage principal qui est ici appelé Antoinette. Antoinette, c'est la fille d'une femme, la fille d'un couple de colons aux Caraïbes, et elle grandit dans une propriété dans laquelle elle fréquente notamment des esclaves, etc. Et la mère d'Antoinette devient assez rapidement folle. Et Antoinette tombe amoureuse d'un homme qui est en visite ici et qui se trouve être Rochester. Et c'est le début d'une emprise progressive de Rochester sur Antoinette qui succombe peu à peu à la même folie à laquelle sa mère avait succombé. Et donc le texte décrit cette descente aux enfers de laquelle est responsable Rochester parce que celui-ci a une attitude très patriarcale, très paternaliste envers elle. Il la gaslight complètement en l'appelant Bertha justement alors que c'est pas son vrai prénom. Enfin, donc il y a vraiment cette relation assez toxique qui se met en place entre les deux. Et le livre décrit donc la descente aux enfers progressive d'Antoinette. Pourquoi je trouve que ce texte rentre bien dans la thématique de cette vidéo de l'été noir, de l'été sombre, c'est parce que déjà ça se passe en été, dans ces îles des Caraïbes qui sont à la fois idylliques et inquiétantes, et parce que c'est un livre qui traite du noir, mais cette fois du noir vraiment psychologique, de la descente aux enfers progressive d'un personnage qui sombre dans la folie. C'est pareil, on n'est pas dans, si vous voulez, on n'est pas dans une atmosphère d'horreur, etc. On est dans une atmosphère qui prend place peu à peu et où le noir finalement se diffuse jusqu'à la fin du texte et devient de plus en plus intense. Et je pense que c'est le point commun à tous les livres dont je vous ai présenté,
c'est qu'on est dans une atmosphère inquiétante, mais on n'est pas au fond de la... Enfin, on reste en surface en fait du noir, du sombre, etc. Je trouve que le noir c'est aussi une atmosphère, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de mystérieux. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ces 4 textes, c'est vraiment cette atmosphère. Et je trouve que c'est le point fort de ces 4 textes. Et vous plongez véritablement dans un univers qui vous englobe complètement. Donc c'est un livre qui parle de thématiques très intéressantes comme le racisme, le colonialisme, le féminisme, le sexisme colonial si vous voulez de façon générale. Et c'est un point de vue alternatif à l'œuvre de Jane Eyre où il y a quand même cette femme dans le grenier qui reste assez mystérieuse et on ne sait pas trop quoi en faire et c'est quand même un angle mort du texte. Voilà, donc c'est un livre que je vous conseille. Moi je l'ai lu en anglais et je trouve qu'il se lit assez bien en anglais. Il n'est pas très long en plus. Voilà, donc si vous avez envie de vous évader un peu mais aussi de sombrer dans cet univers un peu noir, je vous conseille aussi ce texte. Ensuite, je vais vous conseiller 2 séries et un film qui me semblent adaptés à cette idée d'été noir et d'été sombre. Je vais commencer par le film qui s'appelle LA Confidential et qui est un de mes films préférés et qui est adapté du roman de James Ellroy qui s'appelle LA Confidential. J'ai préféré à titre personnel le film au livre, ce qui est quelque chose qui est assez rare pour moi et c'est pour ça que je conseille toujours ce film avant de vous conseiller le livre. Alors, si vous aimez les Confidential et que vous avez envie de lire le livre, lisez le livre, hein, il est bien aussi, mais moi j'ai vraiment préféré le film. Je trouve que le film arrive à condenser de façon assez géniale ce qui était diffusé dans le livre d'Ellroy. Voilà. Donc LA Confidential. On est aux États-Unis à la fin des années 40 ou début des années 50. On est à peu près dans la même période que Raymond Chandler dans The Long Goodbye. Et on assiste au début du film à la chute du caïd de New York du caïd de Los Angeles qui s'appelle Mickey Cohen. Et le fait qu'il soit out of the picture rebat un peu les cartes du monde de la mafia, des truands et des voleurs en tout genre de Los Angeles. En parallèle de l'arrestation de Mickey Cohen, on assiste au meurtre organisé de plusieurs policiers, d'un massacre lors d'une perquisition dans un établissement. Et c'est cette enquête que tenteront de résoudre 3 personnages qui vont se croiser et qui sont assez opposés. Donc on a un flic, on a un ancien policier qui a des problèmes de violence, on va dire, et on a un 3e homme qui travaille dans une sorte de journal poubelle de Los Angeles, je sais plus le nom. LA Confidential, tout simplement, oui. LA Confidential. Voilà, et qui travaille notamment avec les stars. Enfin, c'est vraiment un journal poubelle sur l'actualité des stars à Hollywood, voilà. Et ces 3 personnages vont se croiser et vont comprendre qu'ils ont des points communs et que l'enquête les concerne tous et que toute cette enquête cache en fait une grosse affaire de corruption qui touche à la fois la police de Los Angeles et le milieu du cinéma. C'est pareil, c'est un film où l'atmosphère est très bien rendue. Il y a beaucoup de scènes qui sont la nuit, qui font même à la fin un peu peur. Vous êtes vraiment plongé dans cette atmosphère noire des enquêtes de police et en même temps on est en même temps à Los Angeles, c'est-à-dire dans les paillettes d'Hollywood. Je trouve que c'est un livre qui montre bien les 2 faces d'Hollywood, la face à paillettes, la face très belle, très élégante d'Hollywood et de l'autre côté les bas-fonds de la ville de Los Angeles avec sa corruption, sa prostitution, sa violence, etc. Voilà, donc c'est un film typiquement américain que je vous conseille de regarder si vous avez envie de voir un film policier, mais pareil, pas un film où il y a que des retournements de situation, mais vraiment aussi un film d'époque où vous êtes plongé dans l'Amérique des années 50. Je passe ensuite aux séries. J'ai 2 séries à vous conseiller. La première, c'est une saison d'une série d'anthologie, mais je vous conseille la série de façon générale, mais particulièrement cette saison. C'est la série American Crime Stories et qui est inspirée de American Horror Story. Hein. C'est les mêmes producteurs, je crois. Et la saison que je voudrais vous conseiller, c'est la 2e saison, je crois, qui s'appelle The Assassination of Gianni Versace, qui retrace l'assassinat de Gianni Versace par un tueur en série qui s'appelle Andrew Cunanan, je crois. Désolée si je prononce mal son nom.
Gianni Versace, inutile de vous le présenter, hein, c'est le créateur de mode qui a créé la marque Versace et qui a été assassiné à Miami par un tueur en série, Andrew Cunanan, qui apparemment n'avait aucun motif particulier, c'est-à-dire qu'il n'a pas assassiné Gianni Versace parce que c'était Gianni Versace, mais parce que c'était un tueur en série et qu'il a, voilà, il a tué quelqu'un quoi. Mais la série réécrit quand même ce meurtre en montrant justement que Andrew Cunanan avait des relations plus ou moins proches avec Gianni Versace, notamment qu'il l'idolâtrait, etc. Il y a je me rappelle une ambiance extrêmement inquiétante dans cette série, avec la menace d'Andrew Cunanan qui monte peu à peu, avec ce tueur en série qui est de façon visible déséquilibré, qui a des relations qui est homosexuel et qui a des relations très intenses avec des hommes et très possessifs, complètement toxiques, et qui devient un peu obsédé par Gianni Versace. Et en même temps, on a donc cet univers un peu glamour, un peu festif, un peu été qu'on trouve à Miami finalement. Cet univers de la mode, des paillettes, du doré, etc. qui est clairement représenté par le personnage de Gianni et par sa sœur Donatella. Donc on a un peu ces deux histoires parallèles, celle de Gianni et celle d'Andrew, qui vont finir par se rencontrer et donc ce qui conduira au drame de l'assassinat de Gianni Versace. C'est pareil, si c'est une série, si vous aimez les ambiances inquiétantes, c'est une série que je vous recommande. Je tiens juste à préciser que c'est une série où il y a des scènes violentes, notamment des meurtres violents, donc allez-y avec prudence si jamais c'est quelque chose qui vous perturbe, enfin si si les scènes de violence à l'écran vous perturbent, allez-y doucement parce que j'ai quand même des souvenirs d'assassinats assez violents, mais je me rappelle d'une ambiance très malaisante, je sais pas comment expliquer. On a l'impression d'être saisi de malaise et où tout est en suspension et parfois le coup frappe soudainement. Voilà, et donc toute cette ambiance noire qui contraste avec l'ambiance des paillettes et de la mode est assez intéressante et c'est pour ça que je vous conseille cette série si le thème du noir vous intéresse. Autre série dont je voudrais vous parler, c'est Alice in Borderland et c'est une série japonaise qui est disponible sur Netflix. Donc ici on est dans le noir, limite horreur hein, pour le coup, donc là pour le coup si les scènes de violence vous perturbent, n'allez pas voir cette série. C'est extrêmement violent, il y a des morts à chaque épisode, enfin c'est le concept de la série, mais voilà, je préfère vous préciser. Mais en même temps ça se passe pendant l'été, donc c'est vrai qu'il y a cette ambiance été noir, été voire horreur totale. Donc ici on suit trois amis, Harisu et je me rappelle plus le nom de ces deux êtres, Shota et Haruke je crois. Je sais plus, je suis désolée, ça fait quelques temps maintenant que je l'ai vu, donc j'ai oublié les noms. Ce sont des personnages qui sont envoyés dans un monde parallèle, dans un sort de Tokyo parallèle, où en fait ils doivent jouer à des jeux sadiques pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que vous jouez à un jeu, si vous gagnez, vous avez un sorte de visa qui vous autorise à rester un certain nombre de jours dans le monde en question sans avoir à jouer de jeu, donc c'est une sorte de sursis qu'on vous accorde, mais une fois que votre visa est expiré, vous devez continuer à jouer, sinon vous êtes mort, enfin on vous tue, et si vous échouez à un jeu, vous êtes tué tout simplement. Voilà, donc c'est un peu marche ou crève, donc c'est effectivement très sadique, et les personnages vont devoir apprendre à faire des sacrifices, à savoir ce qui est le plus important pour eux, leur amitié, leur propre personne, etc. Et ce sont des jeux qui sont répartis en différentes catégories. On a des jeux qui sont plus psychologiques, on a des jeux de réflexion, on a des jeux qui sont de la pure violence. Mais Harisu notamment, donc qui est le personnage principal, va se lier d'amitié avec d'autres personnages qu'il va rencontrer dans les arènes et avec lesquels il va apprendre à survivre. Et c'est une série où on vous apprend, où vous expérimentez vraiment ce que signifie le goût de la vie, ce que signifie vouloir vivre et vouloir aller, et quels sacrifices vous êtes prêt à faire pour continuer à vivre. Donc c'est une série qui est assez intéressante et qui est assez émouvante, je trouve, notamment les personnages sont assez attachants, mais c'est une série qui est très violente, voilà. Mais si vous aimez cette ambiance sombre qui tourne à l'horreur et qui tourne au sadisme, c'est une série qui vous plaira beaucoup. Mais voilà, âme sensible, s'abstenir encore une fois. Et je termine en vous parlant de l'album du jour, entre guillemets. On quitte Taylor Swift pour Lana Del Rey, qui est peut-être mon autre chanteuse préférée avec Taylor Swift. Et l'album de Lana Del Rey que je voudrais vous conseiller, c'est mon album préféré de Lana Del Rey, c'est Honeymoon, qui est un album assez sous-coté, si vous voulez mon avis tout à fait honnête.
Donc Honeymoon, c'est le 4e album de Lana Del Rey, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2017, je crois, ou 2015, 2015 je crois, peu importe. C'est l'album de Lana Del Rey le plus chill et le plus cinématographique, c'est-à-dire que les chansons qui se trouvent dans l'album sont des chansons qui seraient particulièrement adaptées à des films et qui permettent de mettre en place des atmosphères qui nous rappellent des films qu'on peut connaître notamment. Qui nous rappellent certains films, et notamment je trouve certaines chansons sont particulièrement adaptées à des films noirs en fait, qui seraient très bien dans des films un peu policiers, un petit peu mystérieux, un peu sombres. Voilà, je pense notamment à Music to H Boys 2, Art Deco, Freak, enfin voilà, toutes ces chansons-là, je trouve, seraient assez adaptées à ce genre de film. 24, qui est une des dernières chansons de l'album, me fait beaucoup penser à un générique de James Bond. C'est une chanson que j'aurais très bien vue en générique de James Bond. Voilà, donc si vous refaites des James Bond, les producteurs de James Bond, appelez Lana Del Rey. Je pense qu'elle ferait des très bonnes chansons pour vos génériques. Voilà, juste une petite suggestion. C'est aussi un album qui évoque toute une atmosphère américaine, enfin comme c'est le cas pour Lana Del Rey, très Americana, très années 50 je trouve, donc assez adapté à pas mal de textes et de films dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Il y a une ambiance très languissante, très éthérale dans cet album, c'est vraiment un album très chill. Je pense notamment à Honeymoon qui est qui est la chanson titre de l'album, où vous avez vraiment l'impression d'être une sorte de langueur, vous avez envie de vous allonger sur la plage et d'écouter cette chanson pendant des heures. Donc c'est le cas de cette chanson, c'est aussi le cas de God Knows I Try et de High by the Beach, et qui sont pour moi les chansons les plus languissantes et qui sont très été, enfin notamment God Knows I Try, moi j'ai l'impression quand je l'écoute qu'il fait 35 degrés, même si je l'écoute quand il en fait 4, on a vraiment une ambiance assez caniculaire de ces chansons qui sont très adaptées à la plage et à cette ambiance assez languissante et inquiétante. Enfin, Honeymoon et God Knows I Try, je trouve que c'est des chansons où on retrouve cette ambiance un peu inquiétante. Voilà, donc c'est un album que je vous conseillerais d'écouter si vous êtes intéressé par les livres dont je vous ai parlé, parce que je pense que ça vous aidera à vous plonger dans cette atmosphère inquiétante, mystérieuse et sombre de ces textes. Voilà, et dans l'ensemble je trouve que c'est un album qui s'écoute très bien à la plage, enfin qui est très adapté à l'été, donc je vous conseille d'écouter Honeymoon de Lana Del Rey. Voilà, c'est tout pour ce 3e épisode de ma série Un été culturel. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à donner d'autres recommandations dans les commentaires si cette atmosphère est aussi une atmosphère qui vous plaît et qui vous parle durant l'été. Et je vous dis à bientôt pour le dernier épisode de cette série.